Le traité de l'âme d'Aristote, livre 3e, chapitre 2. Sommaire. Il y a un sens commun qui n'est pas à proprement parler un sixième sens, mais qui nous avertit de nos perceptions, quel que soit le sens qui nous les fournisse. La fonction propre de ce sens est de nous faire connaître les différences des objets entre eux et des sensations entre elles. Fin de la théorie de la sensibilité. Comme nous sentons que nous voyons et entendons, il faut absolument que ce soit ou par la vue ou par un autre sens que l'on sente que l'on voit. Mais alors ce même sens s'appliquera et à la vue et à la couleur, qui est l'objet de la vue. Il y aura donc deux sens pour le même objet. Ou bien la vue se percevra elle-même. De plus, si l'on suppose un autre sens que la vue, où l'on sera forcé d'aller ainsi à l'infini, ou bien le sens, quel qu'il soit, aura la sensation de lui-même, et alors autant vaut admettre cela pour le premier sens. Mais voici la difficulté. Si sentir par la vue, c'est voir, et que ce qui est vu soit la couleur ou ce qui a la couleur, il faudra, si l'on voit ce qui voit, que ce qui voit est aussi soi-même primitivement la couleur. Il est donc clair que sentir par la vue n'est pas une chose une et simple. Ainsi, d'abord même, quand nous ne voyons pas, nous n'en jugeons pas moins par la vue de l'obscurité et de la lumière, mais ce n'est pas de la même façon. De plus, ce qui voit est bien en quelque sorte revêtu de couleur, car chacun des organes des sens reçoit la chose sensible sans la matière. Et voilà pourquoi, même en l'absence des choses sensibles, des sensations et des images restent dans les organes. Mais l'acte de l'objet sensible et l'acte de la sensation sont un seul et même acte, bien que leur être ne soit pas identique. Je prends par exemple le son en acte et l'ouïe en acte. On peut, tout en ayant l'ouïe, ne pas entendre. De même que ce qui a le son ne résonne pas toujours. Mais, quand ce qui peut entendre agit et que ce qui peut résonner résonne, alors l'ouïe en acte se produit en même temps que le son en acte. Et l'on pourrait dire de l'un qu'il est l'audition et de l'autre la résonance. Mais si c'est dans la chose mue que sont à la fois et le mouvement et l'action de faire, et la modification subie, il faut nécessairement aussi que le son et l'ouïe en acte soient dans l'ouïe en puissance. Car l'acte de ce qui fait et de ce qui meut se passe dans la chose qui souffre. Et voilà pourquoi il n'est pas nécessaire que le moteur soit mu lui-même. Ainsi donc, l'acte du sonore est le son ou la résonance, et l'acte de ce qui peut entendre est l'ouïe ou l'audition, car l'ouïe est double et le son l'est comme elle. On ferait le même raisonnement et pour les autres sens et pour les autres objets qu'ils perçoivent. En effet, tout comme l'action et la souffrance sont dans l'être qui souffre et non dans l'être qui agit, de même l'acte de l'objet sensible et l'acte de ce qui sent sont dans l'être qui sent. Pour certains sens, il y a ici des mots spéciaux comme résonance, audition. Pour d'autres, l'une des deux nuances n'a pas reçu de nom particulier. Ainsi, on appelle bien vision l'acte de la vue, mais l'acte de la couleur n'a pas reçu de nom. Ainsi, le goût est l'acte de l'être qui goûte, mais l'acte de la saveur est sans nom. Puisque l'acte de la chose sentie et celui de l'être qui la sent sont un seul acte, bien que leur être soit différent, il y a nécessité que l'ouïe prise en ce sens et le son soient détruits ensemble, ou subsistent ensemble, et qu'il en soit de même de la saveur et du goût, ainsi que des autres rapports du même genre. Mais cela n'est pas nécessaire pour les choses qui ne sont dites qu'en puissance. C'est ce que les premiers naturalistes n'ont pas bien expliqué, pensant qu'il n'y avait ni blanc ni noir sans la vue, non plus que de saveur sans le goût. Ils avaient en partie raison et tort en partie. Sensation et sensible ayant deux sens, tantôt pour signifier les choses en puissance,
tantôt pour signifier les choses en actes, ce qu'ils ont dit est vrai pour les unes et ne l'est pas pour les autres. C'est qu'ils ont rendu par une expression simple des choses qui n'étaient pas simples. Si une voix quelconque est toujours une harmonie, et que la voix et l'ouïe soient d'une certaine façon une seule et même chose, et que d'une autre façon elles soient différentes, du moment que l'on regarde l'harmonie comme un rapport, il y a nécessité que l'ouïe soit également une sorte de rapport. C'est là aussi ce qui fait que tout excès, soit en grave, soit à l'aigu, échappe à l'ouïe. Qu'il en est de même dans les saveurs pour le goût, que dans les couleurs, ce qui est trop brillant et trop vif empêche la vision, et que dans l'odoration, une odeur trop forte soit agréable, soit désagréable, échappe à l'odorat, comme si la sensation n'était qu'une espèce de rapport. Aussi les choses sont agréables lorsqu'elles sont amenées pures et sans mélange au rapport convenable, comme l'aigu, ou le doux, ou le rude. Et ce n'est qu'à cette condition qu'elles nous plaisent. En général, c'est le mélange qui est une harmonie plutôt que le grave tout seul ou l'aigu tout seul, et pour le toucher que ce qui est simplement chaud ou simplement froid. Mais la sensation est le rapport. Tout excès la détruit ou la rend pénible. Ainsi donc, chacun des sens s'applique à son sujet sensible, et chaque sens est dans l'organe en tant que cet organe est spécial. De plus, il juge les différences du sujet sensible, comme la vue juge le blanc et le noir, comme le goût juge le doux et l'amer. Les choses se passent absolument de même aussi pour les autres sens. Mais puisque nous jugeons le blanc et le doux et chacune des choses sensibles par rapport à toutes les autres, comment sentons-nous aussi que les choses diffèrent ? Nécessairement, c'est par un sens, puisque ce sont des choses sensibles. Cela nous fait bien voir encore que la chair n'est pas l'organe extrême de la sensation, car alors il faudrait nécessairement que ceux qui jugent en touchant l'objet lui-même. Mais des sens séparés ne peuvent pas davantage juger que le doux est autre que le blanc. Loin de là, il faut que ces deux qualités apparaissent en toute évidence à un seul et unique sens. Ce serait absolument comme lorsque je sens telle chose et que vous sentez telle autre. Il est alors tout à fait clair que ces choses sont différentes l'une de l'autre. Mais il faut ici que ce soit un être unique qui dise qu'il y a différence et qui dise que le doux est différent du blanc. Et c'est parce que le même être le dit que, de même qu'il le dit, il le pense et le sent. Donc évidemment, il est impossible à des sens séparés de juger des choses séparées. Il s'ensuit que le jugement ne pourra pas davantage avoir lieu dans un temps séparé. Et voici ce qui le prouve. Tout comme c'est le même être qui affirme que le bien et le mal sont divers, il dit que l'autre l'est également. Et ici, quand n'est pas pris par accident, comme on prend le mot maintenant dans cette phrase, je dis maintenant que l'objet est divers, sans dire toutefois qu'il soit maintenant divers. Ici, au contraire, le même affirme maintenant et affirme que c'est aussi maintenant que les objets sont divers. C'est donc à la fois qu'existent ces deux objets, et par conséquent, ces objets ne sont pas séparés et ils sont dans un temps qui n'est pas séparé davantage. Mais il est impossible qu'un même être reçoive en même temps les mouvements contraires, en tant qu'il est indivisible et qu'il est dans un temps indivisible, et en effet, si l'impression d'un objet doux meut de telle façon la sensibilité et la pensée, l'objet amer l'émeut autrement, et l'objet blanc l'émeut aussi d'une façon tout autre. Mais peut-on dire que ce qui juge soit tout à la fois indivisible et inséparable numériquement et séparé par sa manière d'être ? Alors il y a possibilité que ce soit comme divisible qu'il sente les choses divisées et qu'il les sente aussi en tant qu'indivisible, car il est alors indivisible par sa façon d'être et il est indivisible en lieu et en nombre. Ou bien ne doit-on pas dire que cela n'est pas possible ? En puissance, le même peut être indivisible et divisible. Il peut être les contraires, mais en essence, il ne le peut pas. C'est quand il reçoit l'action qu'il devient divisible, et il ne lui est pas possible d'être à la fois noir et blanc. Par conséquent, on ne peut pas davantage sentir à la fois la forme du noir et celle du blanc,
si la sensation et la pensée sont bien telles que nous avons dit. Mais il en est ici comme pour le point qui est parfois appelé unité en tant qu'un et qui en tant que deux est aussi divisible. Aussi donc, en tant qu'indivisible, le sens qui juge est un, et il est simultanément aux deux perceptions, mais en tant qu'il est divisible, il n'est plus un, car il emploie deux fois simultanément le même point. En tant qu'il se sert pour deux choses sensibles de la limite où elles se rencontrent, il les juge toutes deux, et elles sont séparées pour lui comme appartenant à des sens séparés. Mais en tant qu'un, ce sens juge d'un seul coup et tout à la fois. Bornons ici nos considérations sur le principe qui constitue selon nous la sensibilité dans l'animal.